Bonjour et bienvenue, je suis ravie d'être avec vous dans votre émission Brise d'été. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est là, l'équipe, les chroniqueurs, nos invités sont là pour passer une petite heure avec vous. Et nous commencerons bien entendu avec Siham Kenouch qui nous fera découvrir toujours de nouveaux prénoms et surtout des histoires à propos de ces prénoms-là qu'elle a choisis pour nous. Et nous recevrons aussi donc Ider Nasser Belkhiri, il est directeur de l'association Injaz El Jazair. Et nous recevrons donc aussi, donc ils nous viennent tout droit de Blida, c'est le fondateur de l'école de musique de Blida. Ils seront là ce matin parmi nous. Voilà, et tout de suite, bien entendu, on ne peut pas commencer l'émission sans musique. Et je vous prends japonais avec Djebou Hali. Et Siham est déjà là. Siham, bonjour. J'ai été dire, je voulais faire le jeu de mots. Kader japonais Djebou Hali, Djebou, exactement. On est ravis, on est toujours ravis que tu sois avec nous, Siham. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça va. Très bien, et toi? Oui, alhamdoulilah. Écoutez, oui. Alhamdoulilah. Chauffement aujourd'hui, enfin oui, il fait quand même chaud, hein. Chauffement, vous voyez comment ça. Mais c'est pas grave. C'est vrai. Vous savez, nous avons donc l'habitude de parler de prénoms masculins et de prénoms féminins. Aujourd'hui, c'est assez spécial parce que j'ai choisi de vous parler de certains prénoms phrases. Vous savez, il y a des prénoms qui forment des phrases, notamment des prénoms féminins, qui ne sont pas un seul mot, un seul groupe de syllabes, si je veux en dire, mais c'est toute une phrase. D'accord. Et c'est une phrase composée, et ce sont des prénoms, hélas, qui se font de plus en plus rares. Vous savez, c'est comme ça ressemble un petit peu aux prénoms du Nord américain. Oui. Quand on dit par exemple œil de lynx, ou quand on dit par exemple en Asie, fleur de lotus. Fleur de lotus, vous voyez. Donc ça existe aussi chez nous. Nous avons par exemple du côté de Titeli un prénom qui a tendance à partir, la dernière qui s'appelle comme ça aujourd'hui, a à peu près 36 ans. Voilà. D'accord, ça va. Donc c'est Shamsandiet. Shamsandiet. Oh, c'est joli. Soleil ça. à briller, d'accord? Oui, Soleil à briller, vous voyez que c'est une phrase. Shamsandiet. Shamsun Adaat. D'accord? Oui, donc c'est Shamsandiet. C'est un prénom, phrase très rare du Titli. Actuellement, il se fait très 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 rare. Alors, nous avons du côté de Mostaganem deux prénoms ainsi. Serdar. Ah, j'ai jamais entendu ces prénoms. Voilà. Alors, Serdar qui est bien présent. Voilà, ouais. Et Bentenbi. Ah, Bentenbi, d'accord. Donc ça, c'est des prénoms phrases qui étaient répandus à une certaine époque. À l'est algérien, par contre, du côté de Guelmat, Bessas ou Garas, nous avons un prénom, quand on le prononce comme ça, on passe à côté d'un joli prénom. On dit Khalti Sarhouda. Alors Sarhouda, mais qu'est-ce que c'est? Sir el-Houda. Ah, Ch'ti Serdar. Oui. Nous avons Sir el-Houda aussi. Voilà, alors nous avons à l'ouest Serdar, mais à l'est, on prononce très vite. Donc on dit Sarhouda. Mais il n'y a pas de Sarhouda, c'est Sir el-Houda, d'accord? Alors à l'est aussi, on trouve Baharzin. Très joli, très joli prénom, phrase. Nous avons aussi Bergillah. Alors vous avez dit Bergillah. Tiens, ça, alors là, vraiment, je ne trouverai jamais. Bergillah, qu'est-ce que c'est? C'est un prénom. Nous avons l'impression que c'est un prénom qui sort comme ça. Oui, non, alors c'est Balakun Laha. Ah, oui. Éclair, éclair de nuit si on veut, ou éclair à frapper, ou éclair en ciel, etc. Donc Balakun Laha. Bon, avec un dialecte assez courant, ça devient Bergillah. Par contre, Bergillil aussi, Barakul Layla. D'accord, et ça, c'est des prénoms de très grande beauté. Hein. Faut dire que très joli. Il y a même une anecdote ou un adage, j'ai envie de dire, un adage quand on dit que quand on ne voit pas une personne depuis des lustres, on dirait que Balki Hilal Laïd, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est vrai. Oui, on le dit, oui. Et bien, dans certaines régions, on dit Balki Bergillil. Parce que c'est pas toujours qu'il y ait une tempête la nuit et que l'éclair déchire donc la pénombre de la nuit. Alors imaginez cet éclat et cette beauté d'une nuit complètement noire avec un éclair blanc, voire même argenté, qui déchire la nuit comme ça. C'est vrai que c'est très beau et c'est poétique. Hein, c'est tout à fait. À une fraction de seconde, on a l'impression que toute la beauté est là. Il y a même des photographes qui se sont spécialisés en photos
d'éclairs. Et vous voyez que ça fait des dessins extraordinaires dans les cieux. Donc, il faut savoir expliquer et il faut savoir apprécier certaines choses. Parce que dit comme ça, on a l'impression qu'on passe mais en fait, on passe à côté de quelque chose de très intéressant, de très beau aussi. C'est très beau, en plus, surtout féminin. Franchement, ça donne, moi perso, je trouve que ça donne une certaine valeur et une certaine grandeur à la femme. Alors, attendez encore. Alors, du côté de Tindouf, un petit peu Béchar, Tindouf, nous avons d'autres sortes de prénoms, plutôt matriarcales. Alors, par exemple, une fille qui va porter le prénom de Slem Troha. Tiens, alors là, vraiment, celui-là, il m'épate. Donc, c'est en vivant qu'elle portera chance à ses frères. On trouve un autre genre de... C'est Slamet Boura. Donc, Slamet Troha, Slamet Boura, et ça, ce sont des prénoms qui existent dans l'état civil algérien. Attendez. D'accord. Vraiment. Et alors là, j'ai jamais entendu même pas parler. l'impression que ça existe. Oui. Et ça ne nous vient pas à l'esprit. Non. Ici, nous sommes dans un autre contexte, dans une autre sonorité, etc. Donc, non. Alors, le Bergillah, Bahar Zain, Shemsandiyat, c'est très loin pour nous. Mais pourtant, ce sont des prénoms qui ont existé. Ouais, voilà. Vraiment, c'est passionnant. Ceci était pour les prénoms, comment dirais-je, le prénom féminin. Alors je vous pose une question. Quel est, à votre avis, le prénom de bon augure, le prénom masculin de bon augure par excellence? Alors là, je donne ma langue gauche à Sihab, je ne trouverai jamais. Alors chez nous en Algérie, le prénom de bon augure par excellence, c'est l'Khdar. Ah, l'Khdar. Voilà. En contrepartie, en féminin, c'est Khadra. Et il y a le prénom Khadra? Oui. Oui, bien sûr. Et nous avons Khadra et nous avons l'Akhdar. Donc l'Akhdar est un ancien prénom qui remonte à la geste hilalienne. C'est un prénom Khadra et l'Akhdar qui sortent directement de la geste hilalienne. Et c'est un prénom qui, dans certaines zones rurales, j'ai envie de dire, est devenu un prénom très porte-bonheur. Comme du côté, alors il y a une histoire là-dessus, par exemple, une femme qui n'a pas donné naissance à un enfant depuis un bon moment du côté de Mostaganem, et qui est partie voir un saint patron et qui était justement Sidi Khan. Alors elle est partie le voir et lui dit voilà, priez pour moi, je n'ai pas d'enfant, j'ai bien envie d'avoir un garçon, ça fera honneur à mon mari, etc. Et il lui a dit, et elle lui a promis, il lui a dit, si j'ai un jour un enfant, je l'appellerai Lekhal comme vous. Lui a dit, tu auras un enfant, mais ne l'appelle pas Lekhal, appelle-le l'Akhdar. Et c'est à partir de là qu'est né un grand homme algérien, un grand poète, un maître soufi algérien, qui est l'Akhdar Ben Khlouf, donc le grand poète du Milhoun de Mostaganem. Okay, vous voyez que c'est un prénom de bon augure, un prénom de superstition, certes, mais un prénom qui existe jusqu'à présent. Mohamed l'Akhdar surtout, voilà, dans certaines régions. C'est très courant. Oui, Mohamed l'Akhdar. Et nous avons l'Akhdaria. Oui, on salue les gens de Daria. Cette ville qui aussi la verte, voilà, tout simplement. Donc le vert, déjà nous avons le paradis qui est vert. Nous avons déjà parlé de ça, le vert marabout. Donc tous les marabouts ont un étendard vert qui rappelle justement le paradis, donc les couleurs nationales. Et il y a le vert, et très présent. Donc déjà, Ruh al-Jannah, l'esprit de l'espoir, l'esprit de la bonne augure, tout y est dans l'Akhdar. Donc c'est un prénom par excellence à ne pas confondre avec Khoudir. Parce qu'on a l'impression que Khoudir, c'est l'Akhdar, d'autres formes de l'Akhdar. En fait, non. Khoudir, c'est le Khidr, qui est cité dans le Coran, celui qui a rencontré Moussa alayhi salam, il lui a appris beaucoup de choses. On ne dit pas le Khidr chez nous, mais on dit Khoudir. Okay? Donc ça, c'est autre chose. Ah, oui, ce sont deux prénoms bien distincts. Oui, d'accord. Nous avons l'Akhdar et nous avons Khoudir, qui ne sont pas la même chose. Alors nous avons l'Akhdar, mais nous avons aussi Khadra. Et ce sont des prénoms qui, durant des générations, ont fait le bonheur de plusieurs parents. Et voilà quoi. C'est très joli. J'aime bien le Khadar. C'est très joli. Moi, la prochaine fois, tu sais de quoi je voudrais qu'on parle. En fait, il y a des fois, on donne,
par superstition encore, hein, on reste dans un temps où la superstition était assez présente. En fait, quand par exemple on n'avait pas d'enfants pendant longtemps, ou on avait énormément de filles et un seul garçon, on avait toujours tendance à donner un prénom, on va dire, un peu rebutant, vraiment pas un prénom absolument pas joli. Alors en fait, oui, vous voulez qu'on en parle aujourd'hui? Je ne sais pas si la réalisatrice moi, je veux bien. Est-ce donne que assez nous de avons temps un peu de temps pour parler de ça? Moi, il me demande 30 secondes pour parler de ça, de toute façon. C'est facile. Alors, il y a une différence entre ne pas avoir d'enfant du tout ou avoir une sérénade de filles pour avoir l'enfant. Oui, alors, si c'est beaucoup de filles, la dernière doit s'appeler Barkahum. Voilà, donc la dernière, Barkahum Barakat, ok. Donc celle-là, c'est la dernière fille. On peut l'appeler Hadda aussi, c'est-à-dire limite des filles. Après, on aura le garçon. Donc si la 5e ou la 6e fille, on l'appelle Barkahum ou Hadda, c'est-à-dire qu'après, il y aura le garçon. Ah, d'accord, Barkahum et Hadda. Voilà, ça c'est la fin des filles. Très bien. D'accord. Maintenant, si on n'a pas d'enfant, ça dépend des régions. Maintenant, si on n'a pas d'enfant du tout, il y a celles qui vont chez Baba Salem à Alger, à condition que lorsqu'elles ont un enfant, ils l'appelleront Salem. Très bien. D'accord, ils l'appelleront Salem. Et à chaque fois qu'ils entendront Diwan, Baba Salem, la femme doit danser. En fait, moi, ça, c'est une culture assez particulière. Voilà, justement, parce que, en fait, très souvent, surtout dans ma région, il y a vraiment des prénoms. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils donnent des prénoms comme ça? Oui, voilà. Ça existe. Ça existe beaucoup. Comme par exemple le prénom Wahchia. Attendez, Wahchia, c'est pas un prénom de super. Wahchia, c'est la biche. Pardon? C'est la biche. C'est la biche? Oui. Ça ne vient pas de l'ouache? Non, ça ne vient pas de l'ouache. L'ouache, qu'est-ce que c'est? C'est le cerf. Ah, d'accord. Quand vous êtes à Constantine, vous dites Jbel Louache. Oui. Jbel Louache, c'est la montagne du cerf. Il y avait des cerfs là-bas. Vous savez, jusqu'à présent, du côté de Bni Salah, c'est-à-dire entre Guelma et la frontière tunisienne, il y a plein de cerfs. Oui, effectivement, bien sûr. N'est-ce pas? Oui, mais c'est donc, une région l'ouache, c'est le cerf. Et quand vous dites Wachia, c'est la biche. D'accord, alors j'ai vraiment eu tout faux depuis des années. Vous voyez comme quoi on peut se tromper pendant longtemps. Wachia, c'est la biche. D'accord, j'ai toujours pensé que ça venait du mot wash, quelque chose qui est très négatif. Il y a une symbolique très, très, très profonde, c'est-à-dire que cette femme est indomptable. D'accord. Et ça va à contrepartie, franchement, c'est l'inverse de ce mythe de la femme soumise. La femme algérienne n'a jamais été femme. Non, absolument pas. Ouais, elle s'appelait Wachia. Effectivement. Encore un petit prénom, Siham. Allez, un petit dernier. Alors, nous avons Rahwaja, tiens, puisque vous êtes dans ces prénoms qui sont un petit peu... Alors, quand on dit Rahwaja, qu'est-ce que c'est? Alors, Rahwaja, c'est les Warsoni, c'est les Aurès. C'est un prénom compagnard, certes, mais que signifie Rahwaja? Rahwaja, c'est Zabela. Celle qui a une marche, une démarche un petit peu déambulante, qui est un petit peu, vous voyez, toute barter, zabel, ok. Donc démarche très féminine. Très féminine, voilà. Alors pourquoi Rahwaja? Parce que dans la racine du mot, il y a le mot Raj. Raj, pour nous, c'est le poison. Oui, c'est un poison. Non, d'accord, encore tout faux. Non, Raj, c'est la terre, Trab. D'accord. Rahjoun, c'est la terre, c'est Trab. Donc, Trahouj, c'est-à-dire que quand elle marche, elle fait monter la terre. C'est-à-dire qu'elle traîne les pieds. Qu'elle a une démarche assez classe. Vous voyez que c'est du tout ce dont on passe pas. Vraiment, on est passé à côté. Mais vraiment, on est passé à côté. C'est pour ça que je vous dis que le prénom, c'est tout un monde. Oui. Alors, Rahwaja, Tarahouja. En Tunisie, on dit Tarahouja. Tarahouja, c'est Zabila. D'accord. Oui. Donc, c'est une marche qui en traînant les pieds, en faisant monter la poussière, etc. Parce que Raj, ce n'est pas le poison, c'est pas ça. Raj, c'est la poussière de la terre. C'est la terre qui monte quand on marche. Vous voyez, le véhicule, là, dans le sud, qui marche et qui fait une traînée de poussière. C'est ça, Raj, d'accord? Et Rahwaja, c'est la même chose. C'est comme donc, cette démarche imposante, féminine. Voilà, tout à fait. C'est cette nonchalance, si on veut, en passant avec beaucoup d'assurance aussi. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, je pense que c'est un beau prénom. C'est très joli, franchement, c'est très joli. Mais en tout cas, franchement, merci beaucoup, Siam. On a appris beaucoup. Et surtout, on découvre aussi à travers toi la beauté de la langue arabe. Et la complexité aussi de cette langue. On cesse de le dire. Il n'y a pas que ça. Voyez nos aïeux, comment ils pensaient et réfléchissaient. Oui. Regardez l'esprit poétique de nos aïeux. Tout à fait. Ce n'étaient pas des prénoms qu'on donnait comme ça. C'était une recherche aussi. Et pour lui, oui, Brguellil, c'est très joli. Oui, je trouve que c'est très joli. C'est très, très joli. C'est très poétique comme prénom. Donc, on dit, oui, Tabkri. C'est nous qui tuons les prénoms. Quand on ne l'utilise pas, il n'est plus usité,
Écoutez, ils tombent dans la Dans situation, l'oubli, on oui, l'oublie. tout à fait. Nous ne sommes pas un peuple qui renie quand même son passé. Non, on est là pour heureusement défendre que non. notre patrimoine. Il y a un énorme patrimoine à garder au sein de nos prénoms. Comment nos grands-mères s'appelaient? Pourquoi elles portaient ce prénom? Voilà. Voilà. C'était des prénoms d'aujourd'hui, Marie. Très joli, en tout cas super, vraiment Et super. Aïchek. Merci beaucoup. Siam. Merci à vous. C'est toujours un plaisir et un bonheur de te recevoir. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Alors, on continue et je vous propose tout de suite donc de rester avec nous. Et Samia Bouarouj va nous amener à travers les rues d'Alger. En fait, elle est partie voir un petit peu les Algériens, les Algérois aussi. Donc, quelles sont leurs destinations qu'ils ont choisies pour cet été? On regarde et on revient juste après. Vous avez l'habitude de passer vos vacances où? Bonjour. En fait, beaucoup plus c'est à Béjaïa, Tizi Ouzou. Voilà, les environs Djidjil, Béjaïa, Tizi Ouzou, beaucoup plus. Voilà. في البلد خرجنا كامل تما شغل من الصباح صباح ربي 7 تما كنا تما ومن بعد شوينا السردين راكي تعرفين نقعدوا كامل اون فامي في لي غوشي تما حتى العشيه جاست انتيك. Oui, Oran, c'est beau. Il y a l'ambiance algérienne, vous savez, il y a les plages, la famille. رحنا جيجل تيزي وزو كنا في تيكزي تما وكنا في البحر تاع جيجل كومبينا تما 10 ايام وعاودوا لينا Oh, ça m'intéresse. Oui, je veux vraiment la visiter le plus vite possible, Inch'Allah. Voilà, c'était un micro-trottoir signé Samia Bouarouj. Et notre émission continue. Tout de suite, nous allons parler donc, avec Idir Nasser Belkhairi. Donc, bonjour d'abord. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, vous êtes directeur des opérations de l'association Injaz El Jazair. Exactement. Exactement. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est où en est donc l'entrepreneuriat en Écoutez, général, d'abord. De façon globale, alors Injaz Jazair est une association qui existe depuis, qui est active depuis 12 ans dans le volet accompagnement des jeunes et notamment auprès des universités, des grandes écoles, à travers des activités au niveau de ces établissements-là. Alors aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat pour la jeunesse, il faut se dire que nous sommes passés par plusieurs périodes. La période la plus, on va dire, la plus palpitante pour l'écosystème, c'est avec l'avènement d'une structure ministérielle qui est dédiée à cela, en l'occurrence ministère délégué puis ministère qui est actif dans cela, c'est le ministère des startups, avec notamment les différents rapprochements qu'il y a actuellement entre les différentes institutions, le ministère des startups, de la micro-entreprise et de l'économie de la connaissance, mais aussi le ministère de l'enseignement supérieur. Et nous avons vu les derniers mois surtout l'émergence de nouvelles mesures qui encouragent de façon globale l'entrepreneuriat, mais qui aussi vont dans le sens de l'entrepreneuriat auprès des jeunes, avec l'émergence d'incubateurs universitaires, avec l'émergence actuellement, disons, la relance, on va dire, des maisons d'entrepreneuriat, mais sous un nouveau modèle, sous un nouveau format. C'est les centres de développement de l'entrepreneuriat, les CDE, et qui sont directement rattachés au niveau, avec ce qu'on appelle la nouvelle structure, c'est NESDA, ex-ANAD, ex-ANSEJ. D'accord, et c'est quoi exactement? C'est un mécanisme de financement. Très bien. Mais dédié à la micro-entreprise. Alors aujourd'hui, quand on parle du modèle d'entrepreneuriat, c'est que nous avons deux architectures, on va dire. On a une architecture qui est axée sur la micro-entreprise, on va dire trois. Une architecture qui est axée sur la micro-entreprise, donc une petite PM, une TPE, c'est quelqu'un qui a une idée dans une activité précise. Ça peut être la production de stylos, la production de tables, de chaises, mais c'est des choses dont nous avons besoin au quotidien et qui, les années passées, ont été dans un volet d'importation. Alors aujourd'hui, le gouvernement est dans cette démarche-là, notamment avec le président de la République, c'est qu'ils nous disent, bon, écoutez, encourageons
les synergies locales, de telle sorte à réduire la facture d'importation, mais à proposer aussi d'autres solutions, c'est-à-dire ceux qui sont là, qui sont des acteurs productifs sur le marché national, eh ben, on leur facilite aussi la passerelle vers l'export. Et nous l'avons vu les jours passés avec une rencontre avec Monsieur le Président de la République, où il y avait cet encouragement des meilleurs exportateurs, notamment sur plusieurs volets et sur plusieurs secteurs d'activité. Donc on a cette activité ou bien ce volet-là, cette architecture-là qui est axée sur la TPE. On a une architecture ou bien des mécanismes qui sont axés sur la start-up. Alors une start-up, c'est quoi? Oui. C'est une idée. C'est que quelqu'un qui a une idée, l'idée, elle se démarque sur plusieurs volets, c'est que c'est une idée qui doit être innovante, qui doit répondre à un problème récurrent. Et quand je dis problème récurrent, par exemple, je sais pas, une nécessité. Une nécessité, une problématique que les gens vivent, que les entreprises puissent rencontrer. Notamment, par exemple, si on parle de dessalement d'eau de mer actuellement avec les dernières démarches, eh ben, c'est que quelqu'un vienne et nous dise, voilà, moi j'ai un dispositif qui permet le dessalement ou bien la réduction du taux d'iode dans l'eau salée. Et là, ça peut être un dispositif qui est innovant. Et à partir de là, étant donné que c'est une problématique récurrente, donc il y a un besoin récurrent. Donc à partir de là, sa solution, eh ben, elle va se vendre sur le marché comme des petits pains. D'accord. Ce qui nous donne cette démarche start-up, c'est qu'on a une croissance rapide, on a une scalabilité. Et vu qu'on est dans un environnement, et actuellement avec les différents changements climatiques, c'est que nous avons besoin de plus d'eau, avec notamment le problème de la sécheresse, eh ben, c'est un problème qui est local, qui est régional, mais qui est aussi international. Et donc à partir de là, on a aussi cette scalabilité. On peut prendre le dispositif, l'appliquer, quel que soit le pays, quelle que soit la région, eh ben, le dispositif pourra réussir. Pourquoi? Parce qu'il répond à une nécessité, à une obligation. C'est ce qu'on appelle une start-up. Puis nous avons la PME, qui est la grande entreprise, les PME industrielles, notamment les différents groupes publics ou privés, qui aujourd'hui opèrent sur le marché et qui permettent aussi à l'Algérie de se démarquer. Ah, très bien. Donc, et l'entrepreneuriat au niveau de l'université? Alors aujourd'hui, l'entrepreneuriat de l'université, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'au départ, c'était des initiatives individuelles, notamment INJEZ, avec d'ailleurs, je tiens à remercier le ministère de l'Enseignement supérieur qui a toujours ouvert ses portes à INJEZ El Jazair pour être, disons, une... Donc il vous a réellement emboîté le pas? Oui, ils nous ont ouvert beaucoup de portes, et dans le sens où INJEZ a toujours eu carte blanche pour faire des sessions sur les différents volets de l'innovation, de comment travailler son idée de projet, d'organiser des concours. Et donc, je tiens à remercier le ministère qui, durant les années passées, pas que cette année, mais depuis pratiquement 12 ans, ont toujours été très, très ouverts à ce type d'initiative. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis une année, nous sommes dans une démarche où l'université, elle est en train de se structurer de telle sorte à encourager encore plus. Et quand je dis encourager encore plus, c'est de l'extrême est à l'extrême ouest, de Tarf à Mrenia, et de l'extrême nord, c'est-à-dire d'Alger jusqu'au wilaya du sud, où dans chaque université, il y a des mesures, il y a des incubateurs, il y a ce qu'on appelle les CDE, et tous ces acteurs-là locaux sont en train d'encourager ces jeunes-là à se dire, tiens, moi je fais des études académiques, peut-être que à un moment, mes études, je vois que je peux faire un projet qui est axé sur mes études, ou bien je fais des études, mais j'ai une idée de projet en dehors de mon contexte d'études, c'est tout à fait légitime. Très bien, donc c'est possible aussi. À titre d'information, j'ai fait génie civil à l'USTHB et je me retrouve dans le domaine du management et de l'accompagnement des années après. Mais cela, c'est très important parce que l'université, c'est aussi un lieu de découverte où le jeune, il va se découvrir. Et donc, à partir de là, l'université, elle crée des mécanismes pour encourager ce jeune-là à aller dans sa démarche de création de projet. Pourquoi? Pour lui dire, ben écoute, demain, tu peux rejoindre une entreprise, mais tu peux aussi entreprendre. Et même, il y a une nouvelle mesure, c'est que le ministère des Startups a mis en place ce qu'on appelle le statut de l'auto-entrepreneur. C'est que moi, par exemple, je maîtrise une compétence. Je suis musicien, je suis artiste, je suis un créateur dans le digital, je suis un consultant, je suis un formateur, je suis quelqu'un qui a une compétence, et bien je peux me constituer en tant qu'entrepreneur. Le législateur m'a donné cette possibilité-là d'activer d'un point de vue formel, de payer mes impôts le plus normalement possible, et c'est à 5%, ce qui est très, très intéressant, parce que c'est la mesure la moins, disons, la moins coûteuse sur tout l'ensemble des écosystèmes. C'est que l'État nous dit, bah, écoute, travaille correctement, soit formel, et tu payes 5% d'impôts annuellement sur ton chiffre d'affaires. Ce qui est très encourageant. Très encourageant, oui, avec une couverture sociale, et ça permet aussi à ces jeunes-là d'éviter d'évoluer dans l'informel avec tous les risques qu'il y a. Le risque de fraude, le risque que demain tu travailles avec quelqu'un qui ne va pas te payer, le risque aussi c'est que tu travailles dans l'informel mais que tu n'as pas de couverture sociale. Et donc tous ces volets-là, le législateur a dit, tiens, on va encourager cette catégorie de personnes qui travaillent dans le secteur, dans ces volets-là, à travers la création du statut de l'auto-entrepreneur. Et l'étudiant
étudiant, demain peut être un étudiant, mais peut aussi prétendre à avoir le statut auto-entrepreneur, parce que dans le statut, ils vous disent c'est à partir de l'âge légal, c'est-à-dire l'âge où la personne est majeure, elle peut prétendre à ce statut-là à partir du moment qu'elle remplit un certain nombre de conditions, ce qui va dans le sens aussi d'encourager aussi l'initiative. Ce jeune-là a étudié, mais aussi a commencé à activer, à entreprendre. Très bien, c'est vrai qu'il y a une espèce de tranquillité qui s'installe parce qu'en fait, quand on fait ses études universitaires ou supérieures, de temps en temps, on a un petit peu peur d'arriver au but et de s'arrêter. En fait, alors que là, c'est réellement on va dire une fenêtre ou même une porte qui s'ouvre devant ses étudiants. Bah oui, aujourd'hui, le jeune, il doit voir toutes les pistes qui s'offrent à lui. Les stages en entreprise sont des stages de découverte, c'est des stages où il doit développer il peut développer ses compétences. Moi, par exemple, quand je vois quelqu'un qui vient en entretien qui dit je n'ai pas d'expérience, je lui dis combien tu as fait de stages. Il me dit j'ai fait 4 stages. À hauteur de 1 mois par stage, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Donc 4 mois, c'est une expérience aussi, c'est un volet à capitaliser. Et donc ça, c'est aussi une façon de revoir les choses et que les personnes se disent tiens, moi j'ai un capital et je dois valoriser mon capital. Et ça aussi, on l'apprend dans nos programmes à travers des programmes d'employabilité. C'est que le jeune, il doit aujourd'hui se dire tiens, qu'est-ce que je peux apporter réellement. Il y a des mécanismes qui sont là, qui sont existants, qui encouragent la maîtrise, qui encouragent la prise d'initiative. Et bien c'est à nous aussi, acteurs de la société civile, d'être, disons, des catalyseurs et de bons vecteurs de transmission de ces messages-là pour cette communauté de jeunes et quelle que soit leur catégorie, même ces personnes qui évoluent dans les centres de formation professionnelle. Aujourd'hui, ils ont cette capacité-là réellement à être des acteurs actifs et à aller vers ce type d'accompagnement, parce que c'est ça le plus important, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse être dans une autonomie de ces personnes-là et qu'ils puissent être des gens qui vont créer de la valeur, surtout les, disons à tous les niveaux, on va dire. Donc, quelles sont les compétences clés que doit avoir un étudiant? Alors déjà, il doit être, on va dire, on va commencer par l'aspect qualité. Il doit être persévérant. Oui. Ça, c'est un élément très important. La persévérance est un volet phare. Il doit avoir ce côté-là risque, même si c'est un risque mesuré, mais il doit tenter. Aujourd'hui, l'échec, en soi, les gens ont peur de l'échec, mais moi je dis l'échec, c'est quoi? C'est une tentative qui n'a pas marché. Un joueur de foot peut tirer 3 coups francs, il peut en rater les 3, comme il peut réussir 1. Oui. Mais ça, c'est dans le jeu. Exactement, c'est le risque qu'on doit prendre. Donc le risque est un élément. Après, maintenant, quand on parle de compétences, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un marché concurrentiel, donc il doit y avoir de l'innovation, être innovant dans sa démarche, être observateur, être minutieux, ça c'est des compétences à avoir, avoir le sens de l'analyse, avoir le sens de la communication, avoir le sens de la négociation. On le voit quand on achète nos courses, souvent on est négociateur né, méditerranéen que nous sommes, mais derrière, un jeune aussi doit savoir négocier à l'achat, parce qu'il a besoin de matières premières, il a besoin d'équipements, mais il doit aussi savoir négocier à la vente et percevoir et être convaincant avec le potentiel client, de telle sorte à pouvoir réellement appuyer son produit ou son service sur le marché et de pouvoir créer la différence au prix que ça coûte et non pas, on va dire, non pas en bradant sa compétence, parce qu'aujourd'hui, il faut que la personne soit consciente, c'est que si je fais quelque chose qui a sa valeur, je dois être en mesure de la vendre à sa valeur. Quel est le rôle de la société civile? Écoutez, la société civile, c'est quelque chose qui est à saluer parce qu'on voit aussi une professionnalisation de la société civile. Un élément phare à noter, c'est que depuis 2019, parmi les mesures du président de la République, il y avait aussi la création de l'Observatoire de la société civile avec M. Ben Brahim qui est à sa tête depuis quelques temps. Et d'ailleurs, ils sont en train de catalyser ces efforts-là de la société civile, de créer une force, disons, toute une synergie entre ces acteurs-là, parce qu'aujourd'hui, la société civile parle à tout le monde. Quand je dis société civile, c'est cette association de quartier, c'est cette association de la commune, de la wilaya, c'est ces associations qui s'activent au niveau national dans différents secteurs. Et on le voit qu'ils sont mobilisés à chaque moment, à chaque instant. Avec, par exemple, les récents feux de forêt, on a vu que les acteurs de la société civile sont là à appuyer les acteurs, notamment l'ANP et la protection civile dans leurs efforts, le ministère de la Santé dans leurs efforts. Et donc, en gros, la société civile aujourd'hui, c'est un élément incontournable, mais c'est un élément aussi qui doit de plus en plus prétendre à plus, dans le sens où il doit s'agrandir, il doit se développer, il doit se former, il doit apprendre à comment
porter haut et fort les couleurs de l'Algérie, notamment à l'étranger. On le voit quand on a des représentants de la société civile à l'étranger, quand on voit la qualité des actions en Algérie, quand on voit les efforts qui sont consentis, eh ben, on se dit bravo à nous, bravo pour tous ceux qui activent dans cela. Certains actifs bénévolement aussi, il y a une grande partie, c'est des gens qui travaillent, mais qui en même temps qui sont là, qui sont encouragés. À Injaz, par exemple, on a chaque année plusieurs bénévoles qui sont là et qui sont en train d'accompagner des jeunes. C'est des personnes qui donnent de leur temps pour outiller, pour former ces jeunes-là. Et donc, bravo à eux, bravo à leur dévouement et bon courage à tous. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. J'espère qu'on se reverra encore pour des nouveautés en ce qui concerne Injaz El Jazair. Je suis sûre que vous viendrez toujours avec des nouveautés. Bah oui, c'est ça. Clair. Surtout dans un cadre aussi agréable. Effectivement, ben voilà, comme quoi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. Et à la prochaine. Donc, les studios de Canal Algérie, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci.
Et nous restons toujours donc dans la musique savante, la musique classique, la musique andalouse. Ils nous viennent tout droit de Blida, de la ville des Roses. Ils sont là, donc le fondateur de l'école d'art ISNA, c'est ça, ISNA, bonjour. Alors vous êtes Islam Fakhar. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah, merci. Alhamdoulilah. Merci d'être là ce matin avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, d'avoir fait déjà le trajet et surtout d'avoir amené avec vous donc 2 élèves que vous avez dans votre école. Exact, oui, c'est parmi nos meilleurs éléments que vous allez voir. C'est parmi les élèves les meilleurs, les plus anciens et qui ont eu l'occasion de faire du progrès dans différentes disciplines. Dans différentes disciplines. Oui. Justement, on verra bien, hein, les téléspectateurs vont découvrir avec nous donc, que vous avez plus d'une flèche à votre arc, puisque, alors toi tu joues de la mandoline et du piano aussi, donc tu t'appelles Cyrine Boumaza. Oui. Cyrine, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir ce matin. Merci. Tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. J'espère que tu es heureuse d'être avec nous. Bien sûr. J'imagine, en tout cas nous on l'est. Alors donc ça fait combien d'années que tu es dans cette école d'art ISNA? Depuis 2018. Depuis 2018, donc juste un peu avant le confinement. Oui. Mais le confinement ne t'a pas empêché de continuer? Non. Justement. Très bien. Et donc à tes côtés, Khalil Bouazdia. Oui, exactement. Bonjour Khalil, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Très heureuse aussi de te recevoir. Je suis ravie Merci que tu beaucoup. sois parmi nous ce matin. Et donc, comme je le disais, toi, tu as un violon qui a il y a combien de cordes à un violon? Il y a 4 cordes. Il y a 4 cordes. Toi, tu en as un peu plus puisque tu fais et du violon et en même temps, tu fais aussi du dessin. Bah oui. Voilà, au fur et à mesure que je discuterai tout à l'heure avec toi, on pourra voir donc tout ce que tu fais en matière de dessin et de peinture. D'accord. Voilà, très bien. Merci. On va d'abord commencer par le commencement. Déjà, on va essayer de présenter cette école d'art ISNA. Ça fait combien d'années donc qu'a été fondée cette école d'art? L'école a été fondée depuis janvier 2019. Donc ça fait 4 ans et demi d'exercice à peu près. C'est une école qui située à Blida, qui essaye de proposer des cours et des formations dans l'art et dans la culture en général. Qu'est-ce que vous avez comme discipline? Oui, alors nous avons, on va dire, trois domaines principaux. Tout ce qui est art plastique, donc du dessin, de la peinture, avec quelques formations qui rentrent dans l'artisanat, telles que la peinture sur verre, le bas-relief, le cuivre repoussé. Et puis il y a la classe de peinture, toute l'année. Voilà. Nous avons des élèves de toute catégorie d'âge, de tout niveau. Voilà, Khalil est un exemple. Très bien. Et voilà, donc la deuxième discipline, spécialité ou le domaine, c'est les arts graphiques, tout ce qui est photographie, vidéo, infographie, donc les arts de l'audiovisuel. Et puis bien sûr, on a une formation musicale. Au début, on proposait des cours de musique classique, donc du piano, de guitare, de violon, et qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et cette saison-là, nous avons eu l'occasion de rajouter une section musique andalouse avec le maître M. Abdelmajid Boumaza et une section musique arabe, orientale, l'Asf ala alat al-oud. Donc voilà, on a eu l'occasion d'enrichir la formation musicale par ces 3 styles musicaux, on va dire. Et c'est la demande des personnes qui voulaient rejoindre cette école? Bien sûr, c'est à la demande, mais c'est des écoles qui existent. Donc par exemple, entre musique classique et musique andalouse, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes objectifs et ce n'est pas la même méthodologie. Ce sont des disciplines ou des styles ou des écoles qui se complètent. Et on a prouvé ça par nos élèves certains d'eux qui font et de la musique classique et qui se sont inscrits de la musique andalouse et qui ont brillé. Donc les deux disciplines se complètent. Voilà, effectivement. Donc on peut commencer dans l'une des disciplines et finir dans l'autre, trouver plus, on va dire, d'affinité dans une autre. Exactement, des événements donc en perspective ou des événements peut-être passés bien sûr, qui a marqué l'école? Bon, déjà les événements, ça rentre dans notre politique, on va dire, d'enseignement. Nous sommes convaincus qu'un futur artiste peintre
doit faire des expositions, donc doit partager son travail avec le public, doit apprendre à parler aussi de ses œuvres. Donc nous organisons minimum une fois par an des expositions pédagogiques avec nos élèves. Cette fois-ci, pour la saison 2022-2023, l'expo elle a eu du 25 au 27 juillet au Centre de loisirs scientifiques du Blida. C'est une expo qui contenait différents tableaux, différents sujets, différentes techniques, suivant les élèves, l'âge tahom et C'est leur une niveau. exposition collective? Exactement. Nous avons exposé environ 35 tableaux et il y avait 15 participants de Très bien. notre école, bien sûr. Entre autres, il y avait Khalil. Bien sûr. Khalil, Comment c'est parmi les élèves les plus anciens. Il a commencé avec nous la première année, 2019. D'accord, Et c'est vraiment l'élève qui progresse doucement, mais sûrement. très bien. Voilà. Et le côté de musique, comme le musicien doit faire des scènes, doit affronter le public, vivre l'expérience de donner une prestation devant les gens. Donc bien sûr, nous avons organisé le concert de fin d'année qui s'est déroulé le samedi 29 juillet au centre culturel Bounama Djilali à Blida toujours. Très bien. Il y avait un programme dédié à la musique classique, donc la famille de la musique classique de ISNA. Des pièces en solo, des pièces en duo, même en trio, animées par les élèves et les enseignants. Et bien sûr, un programme de musique andalouse. En une saison seulement, nous avons pu, grâce à M. Boumaza, de l'Amana, nous avons pu construire un petit noyau, un petit orchestre. Il y a des gens qui sont avancés, qui jouent de l'instrument, donc mandoline, guitare ou piano. Et il y a bien sûr ceux qui font partie de la chorale. Donc c'est l'ensemble instruments et chorale qui ont donné un répertoire musical andalou le jour du concert. Très bien. Voilà. On va déjà, on va dire, déjà écouter déjà. Cyrine va nous jouer un petit morceau. Donc sur sa mandoline. Très bien, bravo, bravo beaucoup, bravo, c'était très beau. En tout cas, je te souhaite bonne continuation. Merci. C'est ton choix personnel, la musique?
ou peut-être tes parents t'ont suggéré? C'est mes parents. Ils t'ont suggéré Oui. et tu as aimé? Oui. Ah bah super, en tout cas c'est magnifique, tu as une voix très très agréable et je te souhaite beaucoup encore de réussite et beaucoup de concerts, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Donc Khalil, quant à toi, tu joues d'un très bel instrument aussi, donc le violon. Ce sont tes parents qui t'ont suggéré la musique ou c'est toi? Oui, c'était mes parents qui m'ont suggéré la musique. Contrairement au dessin, c'était mon propre choix. D'accord, le dessin. Donc au fur et à mesure qu'on discute tous les deux, donc il y a les tableaux que tu as ramenés et moi je voudrais aussi montrer donc aux téléspectateurs, comme je l'ai dit dès le départ, donc il est vraiment doué dans beaucoup de domaines, Khalil. Voilà, on peut voir donc une très très belle beau paysage. J'allais dire nature morte. Je crois que nature morte c'est la suivante. Oui, Attends, je regarde. Oui, c'est la prochaine. suivante. Voilà. Donc ça fait combien de temps que tu t'es mis au dessin? Alors pour le dessin, ça fait depuis que je suis petit. C'était ma mère qui m'a initié au dessin. Et j'ai eu une volonté de commencer des cours de dessin. Je me suis inscrit à l'école ISNA en 2019 et j'ai commencé à améliorer mon coup de pinceau. Ouais. Et tu as on va dire, une préférence pour certaines matières peut-être? Tu préfères l'acrylique, je préfère gouache non, je préfère la peinture à l'huile. D'accord. C'est mieux. Tu te sens plus à l'aise? Oui. D'accord. Alors on va voir donc voilà, donc ça c'était le beau paysage. Nature morte. Oui. Allez, suite. Très jolie aussi, très très belle nature morte. Merci beaucoup. Tu as une préférence pour, on va dire, tes thèmes? Je préfère la nature. D'accord. D'accord, T'es comme c'est moi. Moi, je dessine pas bien, mais j'ai une petite préférence. Voilà, donc on a pu découvrir. On découvrira aussi donc les autres tableaux. Alors D'accord. attends, on n'a pas fini. On les laisse finir que les téléspectateurs puissent voir. Voilà. Alors Khalid, maintenant, deuxième épisode. Je vais te demander de jouer un morceau de ton choix. Donc tu veux bien? Mon violon. Oui. Voilà, c'était un très très beau morceau, donc interprété par Islam Frare, donc le fondateur de l'école d'art ISNA et son élève. Moi, je vous dis qu'on arrive déjà à la fin de notre émission. Ce fut un plaisir d'être avec vous et on se quitte toujours en musique. Donc, on reste toujours en musique avec Cyrine Boumaza qui nous interprète Menuet de Bach et je vous dis merci et au revoir.